la zone d'onde va irriguer, je pense, l'ensemble de la programmation. En deux mots, Jean Narboni a été, avec Jean-Louis, je ne sais pas quel titre il s'appelle, en tout cas l'animateur, le coordinateur, le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, ce qui n'est pas rien. Surtout dans ces années-là, c'était près, on va dire, des années 60. Je sais bien qu'il y a les Cahiers jaunes, la période mythique, qui a présidé à l'origine de la nouvelle vague, mais il y a une période juste après qui est encore plus passionnante, parce qu'elle a accompagné, pensé et diffusé ce qui se faisait de plus beau dans les années 60, ce qu'on a appelé l'efflorescence des nouveaux cinémas. Profitant d'une espèce de trou d'air dans le cinéma américain, ou dans l'Amérique tout court, les années 60, c'est un peu une période de flottement aux États-Unis, qui du Vietnam oblige. Enfin, d'une certaine façon aussi le cinéma classique, voilà, il y a un moment de flottement, et puis ça fait un appel d'air, et donc tous les pays du monde sont apparus des nouveaux cinémas, liés aussi à de nouveaux outils, en particulier ceux du cinéma direct. Hier soir, je parlais de Pour la suite du monde, c'est les plus beaux textes sur Pour la suite du monde, c'est eux qui l'ont écrit dans les cahiers. Donc, grande période, Jean-Louis ont traversé toute cette période-là, l'ont véritablement pensé, et cette période dure jusque la période dite plus politique des cahiers du cinéma, comme si n'était pas avant, la période dite plus maoïste, accompagnant le cinéma militant, le pensant. Ensuite, Jean Narboni, c'est très important, a animé et fondé la maison d'édition des cahiers. Les cahiers, c'est pas uniquement une revue. À partir des années 70, on en prend de nouveau, c'est une maison d'édition, et ce fut la plus grande maison d'édition de livres sur le cinéma. Voilà, ça c'est un des apports principaux. Par ailleurs, et ça je ne vois pas encore, c'est un grand parleur, ça vous allez découvrir, et il écrit moins un Gogomoli, mais quand il écrit c'est du costaud. Le dernier livre est un livre sur Samuel Fuller, et qui est un véritable livre de cinéma. Je tiens à dire une phrase. Il n'y a pas eu beaucoup de critiques de cinéma en France. Il y a eu beaucoup de critiques de films, mais des critiques de cinéma, non. Percala, Comolli, Bazin, Danet, Narboni, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres, oui, forcément. Et voilà 5 personnes qui ont en commun, à chaque fois qu'ils parlent d'un film, c'est pour remettre en question le jeu du cinéma, la question du cinéma. Chaque film est l'occasion de leur penser, ce qui nous finit par rapport au cinéma. Donc le bouquin de Fuller, il s'appelle simplement Samuel Fuller, si les souvenirs sont bons. L'homme affable, édité chez Lelouvier. J'ai oublié l'éditeur, Capricci, G. Capricci, est un vrai livre de cinéma avec une véritable langue et une véritable écriture. Voilà, c'est pour te présenter, je ne sais pas s'il faut rajouter quelque chose. Alors on y va, comme le temps nous a un peu compté. Quelques petites... Pour peut-être expliquer que l'absence de Jean-Louis Comolli est due à une opération qu'il a subie hier après-midi, et je l'ai eu en fin de soirée, et tout s'est bien passé. Il va bien, il m'a demandé de vous le transmettre. Voilà, et nous lui enverrons la petite vidéo de l'introduction. Ça va. On va lui faire plaisir sur son lit d'hôpital. Voilà, en 20 minutes, il y a quelques réflexions qui ont précédé cette présentation. La première, ce sont les films de Frères Lumière, notamment La sortie des usines, mais tous les films de Frères Lumière, très connus. Je les ai revus, j'en ai beaucoup parlé justement avec Jean-Louis ces temps-ci. Et notamment, dans La sortie des usines Lumière, on va revoir dans quelques minutes, il y a 2 versions, peut-être 3, j'en ai amené 2. On voit, lorsque la porte s'ouvre et que la sociale vient à notre rencontre, on voit quelques ouvriers qui eux sortent en vélo. Et le premier qui sort en vélo, les archives des Frères Lumière sont formelles, elles sont consultables. Le premier à sortir s'appelle Francis Doublier. C'est intéressant parce que ce Francis Doublier, qui est ouvrier, quelques semaines à peine plus tard, va devenir leur opérateur, leur caméraman. Un des principaux caméramans des Frères Lumière. Ça m'inspire de réflexions. La première, si on veut bien considérer, c'est une définition minimale, mais suffisante, pas suffisante, mais nécessaire, du cinéma. Le cinéma sert quand même à enregistrer ce qui est, pour qu'un jour on voit ce qui fut. Autrement dit, le cinéma est un art de la mémoire. Que quelqu'un qui a la charge de poser le cinéma art de la mémoire sur le fond d'Artispo s'appelle Doublier.
Il y a qu'en Belgique, quand on trouve des choses comme ça ressemble à un magnifique aphorisme surréaliste d'Achille Chavet ou de Sculpner. Voilà, le cinéma art de la mémoire est fondé par M. Doublier. L'autre remarque plus importante, c'est que dans le premier plan du cinéma, Francis Doublier est filmé. Quelques plans plus tard, il est filmeur. Voilà peut-être une étrange prémonition, une étrange promesse. Voilà peut-être en un seul plan le premier résumé, 125 ans d'histoire du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, et comme Olivier m'a rappelé encore il n'y a pas longtemps, avec humour, mais sans doute aussi avec un peu d'inquiétude, tout le monde est filmeur. Est-ce que c'est le triomphe du cinéma? Voilà une question qui doit nous inquiéter ou nous travailler. Est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui davantage de filmeurs que de spectateurs, ou en tout cas que le spectateur des films des autres? Vous savez, au début du XXe siècle, quand on se baladait dans les rues de Paris, il était assez rare de rencontrer quelqu'un avec une caméra en train de filmer. Aujourd'hui, quand on se balade dans n'importe quelle rue de n'importe quelle ville, ce qui est rare, c'est de voir quelqu'un qui ne filme pas. Voilà, je mets ça, je dis pour ça, vos réflexions, ce sont des réflexions qui vont vous accompagner toute la semaine. Deuxième réflexion, quand on voit l'ensemble des films lumière, il y a un monde fou dans les plans. Les plans sont entrelardés, transpercés, les gens arrivent de la gauche, ils partent par la droite, ils arrivent du hors-champ, je vais y revenir, le hors-champ est une des grandes questions de la semaine. Oui, un monde fou dans les plans. C'est un peu ça aussi, les débuts du cinéma. Un monde fou sur l'écran, en espérant qu'il y ait un monde fou devant et dans un maximum de lieux. Serge Danet, dans les années 70, avait écrit une phrase un peu intrigante. Il disait, c'est bizarre, maintenant dans le cinéma, et en particulier français, il y a un peu moins de gens qu'avant dans les plans. C'est souvent des coupes. Et un peu moins de gens devant et dans moins de lieux qu'avant. Serge Danet est mort en 1995, s'il était toujours vivant aujourd'hui, peut-être aurait-il pu dire ceci. Aujourd'hui, dans l'image dominante, je ne parle pas nécessairement de l'image cinématographique, mais elle est plus dominante, l'image cinématographique. Dans l'image dominante, il n'y a qu'une seule personne dans le plan. Et une seule personne devant. Et le problème, c'est que c'est la même. Je fais allusion au selfie, qui est l'image dominante. Alors, je parle de ça parce que c'est notre contexte. On ne peut penser le cinéma comme analysant aussi tout ce qui l'entoure, le monde et les autres images. Un selfie, c'est une image racrapotée, comme on dit en Belgique, recroquevillée sur elle-même. C'est une image sans autre, sans altérité. C'est une image qui pense qu'elle peut tout faire. Celui qui l'a fait pense qu'il est une espèce de Dieu qui peut faire tout seul tout. Et non, pas besoin de l'autre. Lorsque je faisais cette réflexion à l'instant, on étudiant dit, mais c'est pas grave, quelle est la différence avec l'antan quand on se faisait prendre en photo devant la Tour Eiffel avec nos parents, la différence est énorme. C'est que pour prendre cette photo de vous devant la Tour Eiffel, il y a 40 ans, il fallait quelqu'un d'autre pour la prendre. Il fallait demander à quelqu'un, il fallait passer l'appareil photographique à quelqu'un et entrer donc en relation avec l'autre, ne serait-ce que pendant quelques minutes, il fallait lui parler. C'est l'ancienne photographie familiale ou touristique désignait un manque. On ne peut pas la faire seul, on ne pouvait pas, il fallait quelqu'un d'autre. Et la photo n'était pas prise à la même distance qu'aujourd'hui. L'image selfie est une image totalisante, tout est dans l'image, vous y compris. Et vous en êtes le centre. Et cette image totalisante est peut-être la préfiguration d'une société un peu totalitaire. C'est de tout ça que je voudrais réfléchir avec vous, j'accélère un petit peu. Oui, le selfie est une image sans hors-champ. Et pour les plus jeunes, je vais expliquer ce que ça veut dire, par un exemple très concret. La nécessité du hors-champ, parce que le cinéma, oui, c'est le hors-champ, il est comme ça. Je vais prendre un exemple ailleurs, parce que le cinéma, nous sert aussi à regarder d'autres choses avec l'expérience du cinéma. C'est Tour de France, là, pour l'instant. Et il y avait un vélo dans le premier plan des Frères Lumière, c'est normal, les courses cyclistes qui ont le même plan que le cinéma. Regardez comment c'est filmé, c'est une horreur. Il y a des caméras partout, on voit tout. Il y a des caméras maintenant, des petites GoPro, sur le guidon des coureurs, comme ça, qui se casse la figure en descendant le Tourmalet, vous allez basculer avec. Il y a des caméras dans la voiture du directeur sportif. Dans le temps, il y a 2 ou 3 caméras, pas plus. Aujourd'hui, vous voyez un coureur s'échapper, et le plan suivant, vous êtes dans la voiture de son directeur sportif,
qui lui dit par oreillette, ne va pas trop vite, c'est trop loin, attends l'autre. Troisième plan, vous voyez l'autre arriver. Aucun suspense, on se fait chier. Et je dis ça parce que un de mes plus grands souvenirs de cinéma, c'était en 1975, j'avais 15 ans. C'était pendant le Tour de France au mois de juillet, vous faites le nom de l'anniversaire. Et Eddy Merckx, le plus grand champion belge de tous les temps, d'ailleurs aussi de tous les temps aussi, peu importe, avait déjà gagné 5 fois le Tour de France. Ça faisait chier les Français. Ils étaient en Belgique gagné, ça faisait emmerder. Nous on était contents. Subitement les Français avaient le souffle de notre gueule. C'était formidable. On était petits, on était très fiers. Et en 1975, au mois de juillet, sa dernière semaine, l'étape de Platates dans les Pyrénées. À l'époque, il y a 3 caméras, une à l'arrivée et puis 2 dans la course. C'est tout. Maintenant, il y en a partout. Donc du coup, c'est pas que filmé. Magnifique. Voilà le plan. Eddy Merckx est en tête. On dit ça va, c'est bon, avant de gagner l'étape de montagne, il va garder le maillot jaune. On va gagner. On va gagner. Et la caméra le suit. Et puis, arrive sur nulle part. Dans le plan, non, c'est pas d'où il sort. Il sort du hors-champ, il y a la caméra dessus. C'est Michel Gimondi, ancien vainqueur du Tour lui-même. Et il arrive à côté d'Eddy. Et puis, il faut plan. Il dit c'est qui en plan, ça vient de le dire. Voilà une bonne question de cinéma pour le réalisateur. Qu'est-ce qu'il fait, puisqu'il n'y a qu'une seule caméra? Je reste sous Eddy ou je suis Gimondi? Il décide de rester sous Eddy, qui a le maillot jaune, ça nous rassure, nous les Belges. Et bien, voilà, dis pas que. Arrive maintenant dans le plan, Bernard Thévenet, un Français, un bourguignon, fils de fermier, né à la ferme du Guidon, ça ne s'invente pas. Mais je suis aussi historien du vélo. Et puis lui aussi, il côtoie Eddy, il est dans le plan, et puis il part. Nouvelle décision capitale pour le caméraman, le réalisateur. Je fais quoi? Je reste sous Eddy, maillot jaune, ou je suis mon Français? Évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu les Français. Coup de poignard dans le dos de 9,5 millions de personnes en Belgique. On a été flingués. Ils se sont vengés. C'est une décision capitale. Ils ont évacué Merckx et du plan et du Tour de France, parce qu'ils n'ont jamais gagné après. Et nous, les petits Belges, on ne le revoyait pas, on n'a aucune nouvelle. La caméra n'est jamais revenue sur Eddy. Elle restait sur ce camp de Français. Jusqu'au bout. Et nous tous, on se regardait, on se téléphonait. Il est où Eddy? Dans le hors-champ. Cinéma, suspense, on s'est fait tout un film. Voilà, le hors-champ. Explication pour ça, par rapport à la théorie, disait Bonitzer, ou Noël Burch, ils en ont parlé mieux que moi, on va le faire différemment. C'est ça, le hors-champ. Et ça, c'est présent d'emblée. Aujourd'hui, l'image majoritaire est sans hors-champ, c'est-à-dire sans cinéma. Je prends un dernier exemple très court, très vite. L'image dominante, c'est le selfie. L'image dominante, c'est par exemple Home. Vous avez fallu parce que j'ai fait le coup de plusieurs personnes, mais Home, Glenn Artus Bertrand. La terre plus le ciel. Un scandale, la terre plus le ciel. Ça veut dire que l'image pense pouvoir être plus grande que le monde. L'image du cinéma, à ses origines, était plus petite que le monde. Glenn Artus, et c'était ça son savoir, il fallait composer avec. Je viens tout de suite, et puis je te passe la parole pour réagir, j'essaie d'accélérer. Mais bon, Home, Glenn Artus Bertrand, un film financé par une grande banque, donc avec des moyens que nous n'avons pas. Ce monsieur survole la planète, pour nous alerter de la catastrophe planétaire, les plans sont très beaux, le calendrier des postes, ma mère me l'a acheté. Mais, je prends la hauteur, et il survole tous les pays du monde. C'est ce qu'il a dit, tous les pays du monde, à l'exception de la Corée du Nord, qui n'en a pas voulu, et c'est sans doute la seule décision intéressante prise par cette dictature, interdire le vol de son territoire à M. Bertrand. Il a sauvé la planète, donc aussi le Darfour et Bornéo, il n'a pas vu la famine, le génocide en cours à Bornéo, c'est pas ça qu'il cherchait, et il n'a pas vu un humain, il n'a pas filmé un seul humain. J'ai cru à un moment donné qu'il y en avait un, j'ai cru connaître Caroline de Monaco sur son rocher, les tempérariennes a victime par voie, il me certifie que non, il s'agissait de l'Ontarie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est l'image même du pouvoir. C'est le Google Maps. C'est l'image qui entend englober tout. Il n'y a aucun hors-champ. Alors j'en viens maintenant au cinéma. Les premiers plans, quelle décision magnifique ont eu les frères Lumière. On avait où la caméra pour faire le premier film? Dehors. On aurait pu prendre une autre décision. Dehors. À la merci du monde. Exposé au monde. Un monde qui ne connaît pas encore le cinéma, et regarde, des masses, des foules en pagaille qui vont traverser les plans. Oui, l'image, le cinéma au début est plus petite, elle est trop petite pour le monde. Et c'est ça qui est beau.
Ça fait penser à une phrase magnifique dans un film que nous avons beaucoup aimé dans les années 80, un film d'Alain Tanner, l'autre cinéaste suisse, en plus normal, dans La Ville Blanche. Ça raconte l'histoire d'un marin perdu, peu importe, il en a marre de travailler sur des paquebots. Il arrive à Lisbonne, il abandonne son métier, il erre, il tombe sur une fille dans un bar, il demande pourquoi ça va pas, pourquoi vous voulez arrêter d'être matelot. Et il répond, quelle phrase magnifique. Marin, c'est trop petit dans la cabine. Et c'est trop grand dehors, ça n'en finit pas. C'est une très belle définition de film lumière. C'est trop petit dans le plan, et c'est trop grand dehors. Donc, je vais devoir inventer. Je vais devoir faire avec. Le savoir du cinéma, à la différence de l'ignorance de M. Bertrand, ou des fabricants de selfie, qui eux pensent pouvoir tout mettre dans l'image. Le savoir du cinéma, c'est qu'on ne peut pas tout mettre. Et c'est avec ça que tout s'est inventé. Comment faire voir ce que ne peut pas montrer? Et donc on va créer un autre espace. L'espace qu'on ne voit pas, qu'on ne montre pas, et faire en sorte qu'on le sente, qu'on le voit. L'espace d'où tout peut survenir, l'espace du possible. Ça s'appelle le monde, ça s'appelle le hors-champ. Le hors-champ est la part du monde dans le cinéma. Le hors-champ est la place du spectateur par excellence. Parce que ce que je ne vois pas, c'est comme Elimex. Ce que je ne vois pas, je dois l'imaginer. Je dois me faire un film, ça va entrer dedans, ou pas. Ça, c'est sûr. Le hors-champ est la place du spectateur, parce que c'est la place de son imaginaire. Autrement dit, et même dans le documentaire, le hors-champ est la part de nos fictions. Et je l'ai dit. Alors je propose juste que d'abord tu réagisses, et qu'on regarde le plan que j'ai amené, et puis on va regarder deux autres qui ont un point commun. Dans les deux cas, il s'agit de portes. Est-ce que tu veux réagir à tout ce que Non, nous ne sommes pas concertés à propos du selfie, mais il y a un an ou un an et demi, le numéro de trafic était consacré à des articles qui portaient sur un article qui avait impressionné l'auteur. Donc j'avais écrit un article sur le montage interdit, qui est un texte d'André Bazin, bon, critique, théoricien universellement connu, fondateur des Cahiers du cinéma, mort jeune. C'est un article très célèbre qui s'appelle Montage interdit. Et dans ce texte, il expliquait, bon, au terme de long développement très riche, que certains films, et à certains moments de certains films, il était absolument indispensable que les deux éléments du drame soient coprésents. Quand il s'agit d'un film de chasse, par exemple, s'il y a un plan entre le chasseur et un autre plus loin, le tigre, il y a une sorte d'artifice qui rend le moment invraisemblable ou peu crédible. En revanche, si dans le même plan, le chasseur et le chassé sont saisis dans leur coprésence, quelque chose de fort passe. Je vous donne de multiples exemples. C'est quelque chose qu'on peut obtenir comme sensation, d'ailleurs, dans des films qui ne portent pas simplement sur des dangers que court un chasseur par un animal, mais quand on voit des films sur la musique, il est extrêmement gênant de voir tout à coup le visage du pianiste expressif ou inexpressif, et puis des plans de main avant ou après lui. La crédibilité est immédiatement suspectée et la force dramatique peut diminuer. Donc ce texte montage interdit a une valeur presque d'injonction, d'axiome, mais Bazin précisait bien que ce plan ne suffisait pas dans un film. Il était impressionné par ce qui précédait, il agissait sur ce qui suivait, et il ne pouvait pas avoir de valeur en soi, unique. Il se concevait que par rapport à ce qui le précédait, ce qui le suivait, et donc il exigeait une altérité. Il n'est pas assez puissant tout seul. À lui seul, il pouvait faire cristalliser, dans un mot qu'il emploie, les plans qui précèdent, les plans qui suivent, mais il ne peut pas flotter tout seul. Et je termine mon article sur le selfie, en disant que le selfie est peut-être aujourd'hui une forme abâtardie du texte de Bazin, montage interdit. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un selfie? Celui qui prend le selfie à côté de quelqu'un veut faire la preuve qu'il a été dans le même plan que lui à un moment donné, ici et maintenant. En général, il se suffit de cela. Et je donnais d'ailleurs 3 exemples à l'époque, c'était bien avant les présidentielles, sur la promotion du selfie. J'avais parlé de Cristiano Ronaldo, de Stromae et d'Emmanuel Macron. C'était bien avant son élection, mais il était
selfisé pendant longtemps. Et je terminais en disant, bon, pour que le texte de Bazin soit compris dans sa force, il faudrait peut-être que ces selfies aient un amont et un aval et ne se suffisent pas de cette clôture et de cette absolue dont parlait Patrick. Donc voilà, c'est simplement pour dire que, sans nous être concertés du tout, cette question du selfie nous a travaillé sur cette absence de quelque chose et de ce sentiment de plénitude intrinsèque et insuffisante. Je suis à côté d'un tel, je peux vous faire la preuve que j'ai été à côté de lui, à tel moment, à tel endroit, devant tel édifice. Et ça qui est assez beau et paradoxal, le selfie, c'est une image, un plan, un plan, c'est un plan, il n'y a rien avant, rien après, comme je dis très bien, des films de faire lumière aussi, sauf que ce plan suggère un avant et un après. Jean Renoir en parlait très bien dans un film qui s'appelle Éric Romer, qui s'appelle tout bêtement Louis Lumière, un film pour réflexion scolaire, et c'est sa dernière phrase. Et il dit, mais ce qui est beau dans les films de Frères Lumière, c'est qu'on voit des gens partir, quitter, sortir du plan, et qu'on a envie de savoir où ils vont. On a envie d'avoir la suite. Et comme le cinéma il est comme ça, et comme on n'avait pas la suite avec un seul plan, c'est nous qui l'imaginions. Et Renoir terminait en disant, il n'y a pas de cinéma si le spectateur n'a pas le dernier mot. Une belle phrase. Pas de cinéma si le spectateur n'a pas le dernier mot, c'est-à-dire s'il ne travaille pas lui-même un peu. Si on dit tout, c'est foutu, il n'a pas le dernier mot. Il faut qu'il ait là. Tu veux rajouter Alors je vous propose de regarder les deux premiers plans d'histoire du cinéma. Pourquoi deux? On pense qu'il n'y en a qu'un. La sortie des usines. Oui, mais maintenant, c'est maintenant qu'on a trois. Au moins trois. Ça veut dire qu'il y a eu répétition. Ça veut dire que les premiers ou les deuxièmes n'ont pas satisfait. Les producteurs, si je puis dire, enfin, les lumières eux-mêmes, il s'agit d'un plan qui avait été tourné en prévision de la première séance de l'histoire, la première projection de l'histoire du cinéma, au Grand Café à Paris. Et je ne le savais pas, j'ai appris ça assez récemment. Ce n'était pas une séance si publique que cela, la première séance de cinéma. C'était une séance un peu promotionnelle pour vanter les mérites de leur nouvel outil, que dans la salle, il y avait beaucoup d'industriels, beaucoup de marchands, beaucoup de fabricants et beaucoup de vendeurs de langage d'or possible. C'était pas le peuple. Alors, je comprends mieux pourquoi, pour une telle séance, qui est une séance de vente, j'ai envie de dire, il faut que ce soit parfait, en tout cas, tel que ça donne au moins une bonne image d'eux. Il semblerait alors que les premiers plans de la sortie des usines ne donnent peut-être pas une assez bonne image d'eux. La sortie des usines est aussi le premier film publicitaire de l'histoire du cinéma. Et on va justement ensemble jouer au jeu des étapes. On va regarder les deux plans, on va essayer de les comparer. Les deux plans, je les ai choisis extraits d'un très beau film de Jean-Louis Coboli, pour qu'il soit présent, Fragment d'une histoire. C'est un film où il raconte son histoire du cinéma documentaire. Et évidemment, il y a un moment où il parle de Frères Lumière, et je vais laisser savoir. Voilà. Mais notre but à nous, on entend Jean-Louis qui commente un peu ces plans, mais nous, on les regarde, on les compare pour voir qu'est-ce qui va changer de l'un à l'autre. Voilà. Et puis après, on en parle un peu, et nous allons voir une autre porte qui va s'ouvrir, celle de Samuel Fuller. On en parle après. Les premiers films posent la question qui va hanter tout le cinéma. Vrai ou faux, on y croit ou on n'y croit pas. La caméra de Louis Lumière est fixe, un seul plan, il y a moins d'1 minute de film dans le magasin. Les ouvrières sortent de l'usine. On est dans un documentaire, on y croit. Mais le portail n'a pas eu le temps de se refermer. Pour boucler la narration, Louis Lumière décide de recommencer. Il faut que le portail se referme.
Les ouvrières se sont changées. On est en été. Elles sont devenues figurantes. Elles jouent dans un film et elles le savent. Le documentaire devient fiction. Vous l'avez compris, dans le premier plan, c'est un peu bordélique. Ça ne fonctionne pas, Jean-Louis le dit, la porte n'est pas fermée, ça n'est pas sérieux, ça fait désordre, comme disent les patrons. Et ce qui est assez beau à voir, c'est que de cette façon, le photo représente. Il sort comme il a envie de sortir, c'est joyeux, c'est la pagaille, et c'est un peu normal. Jean-Louis m'avait fait la réflexion amusée un jour. C'est normal qu'il soit joyeux, c'est quand même plus agréable de sortir de l'usine que d'y entrer. Et donc, du coup, ça présente un peu mal, hein, alors qu'on l'a refait. On va bien qu'on l'a refait. Et ça change tout. Alors, Jean-Louis le dit, documentaire fiction, et il dit c'est pas le même vêtement d'été, ça prouve du temps à passer, moi j'ai envie de dire plus. Oui, c'est pas uniquement, les vêtements n'ont pas changé uniquement pour des raisons de saison, c'est pas les mêmes vêtements du tout en termes sociaux. Dans le premier film, ce sont des vêtements de travail. Dans le deuxième film, ils ont mis leurs beaux vêtements du dimanche, leurs beaux habits du dimanche, comme moi quand j'étais petit, et que mes grands-parents avaient appris que demain il y avait la photo de classe. Alors on avait un polish, on mettait une cravate, tout ça était ridicule. C'est la même chose. Ils ne sont pas ridicules. Mais ils savent qu'ils vont être filmés, donc on va se faire beau. Entre parenthèses, c'est assez magnifique sur la dignité de la classe ouvrière. Bon, première chose. Dans le premier plan, c'est une classe sociale, c'est déjà une belle histoire, toute très courte digression, que le premier plan, une porte s'ouvre, des gens viennent à notre rencontre. Qui sont ces gens? Ouvriers et employés. Autrement dit, une part du peuple. Connaissez-vous un autre art qui signe son acte de naissance en représentant le monde populaire? Moi pas. C'était peut-être la promesse du cinéma. Faire apparaître, représenter ou permettre l'auto-représentation d'une classe sociale ailleurs invisible, ou peu représentée, vous avez représenté chez Victor Hugo, ou chez Zola, et dans quelques peintures, et globalement c'est pas eux au centre. Là, subitement, ils sont au centre. Mais il y a deux versions. Et voilà toute la question. Qu'a fait le cinéma, cette promesse? Donner l'image au peuple. Dans le premier plan, le peuple s'auto-représente, il ne sait pas nécessairement qu'il est filmé. C'est la joyeuse pagaille. Dans le deuxième plan, il est déjà mis à sa place. Il est déjà dompté. Il est déjà domestiqué. Il faut que ça fasse propre, qu'on arrête le désordre. Il y a eu reprise, il y a eu répétition. Et ils sont prêts pour être beaux pour le patron. Et aux autres, d'une certaine façon, du patron. Il y a mise en scène, oui, il y a mise en scène là. Dans le premier, c'est un peu différent. Il y a auto-mise en scène dans le premier, il y a mise en scène patronale dans le deuxième. Qu'a fait le cinéma de cette promesse-là? Quand, dans l'histoire du cinéma, le peuple a-t-il eu l'occasion de s'auto-représenter? Il y a eu quelques moments, le cinéma 68, et c'est un enjeu tout au long du cinéma. Rappelez-vous, on n'a pas le temps de le montrer, la deuxième apparition de Chaplin, qui à l'époque s'appelle d'abord Charlot, c'est le premier film où on le voit toute sa panoplie, ça s'appelle Charlot est content de lui en français, pas pour le titre anglais, sinon il n'y a plus personne dans la salle, j'arrive pas à parler sans compris. Mais c'est l'histoire d'une équipe de tournage qui essaie de filmer un événement, une espèce de course de go-kart des savon dans un quartier de Los Angeles, et puis il y a un trublion qui va à tout prix être dans l'image et qui empêche le tournage, et c'est Charlot. Alors il cherche à virer. Et le gars, c'est qu'il revient du hors-champ. Et il rentre dans le champ. Et il est nouveau viré. Il est viré de plus en plus violemment. Heureusement que le film s'arrête, sinon il se fait tabasser. C'est donc l'histoire d'un corps en trop. Ce corps est le corps populaire par excellence, interprété par Chaplin. C'est le corps qui va essayer de s'imposer, et ce geste-là de rare violence. Voilà. L'image du peuple, la promesse est celle-là. Quand l'a-t-on fait? Et ce sera une des questions fil rouge de toute la semaine. Et je crois me souvenir d'un film d'André Labarre, cher André Labarre, sur ce plan. Et André disait que le cinéma était contenu en germe presque totalement dans cette vue, l'espace, bien entendu, le temps, puisqu'on refait la prise pour tenir compte de la lenteur du portail assez refermé. Donc la chose ne s'était pas bien passée au premier plan, donc la notion du temps intervient. Leur chant et le hasard
l'irruption dans le plan imprévu sur le type du chien. Et il me semble même que dans la deuxième prise, ce qui tient compte donc, du temps, il y a une ébauche, puisque tu parlais de fiction, ou Jean-Louis parlait de fiction, il y a une ébauche de drame qui surgit. Hein, et quelque chose se passe de façon très rapide entre un animal et un homme qui, visiblement, veut le faire sortir, ou une sorte de motif comme ça, assez brièvement apparu, qui introduit un petit drame. Donc on a les composantes essentielles du cinéma, l'espace par définition, le temps dont les frères Lumière ont tenu compte pour refaire leur prise, le hors-champ et le hasard, le chien, et un début fiction, un chien et un homme qui visiblement font quelque chose et se hâtent de sortir du plan. Donc c'est assez intéressant. Première possible contradiction, Oui. le coup du chien, je ne suis pas sûr. Le coup du chien, je ne suis pas sûr. Je pense qu'en figurant là. Et non, je pense que c'est la fiction du chien. Parce que dans le premier plan, il dit aussi. Et c'est le même chien. C'est le même chien, mais qu'est-ce que ce chien fout dans le même plan à 6 mois d'intervalle? Est-ce que ce ne serait pas le chien de faire lumière par hasard? Est-ce qu'il n'aurait pas été poussé par le cinéaste pour faire fiction? Non, dans le premier plan, il apparaît vraiment, et d'ailleurs, il a une entrée et une sortie de champ. Hein, il y a un chien qui apparaît ensuite. Apparaît. Dans le deuxième plan, il y a une relation de type basinienne entre un homme et un animal. C'est pas un animal féroce, mais c'est un chien. Donc ça veut donc dire que dans les frères Lumière ont visionné le premier plan, il y a des choses qui n'allaient pas pour eux, c'était le désordre, mais il y a des choses qui les ont intéressés. Ah, le chien regarde. Et lorsqu'on refera le film, on va ramener le chien. Et je suis persuadé que c'est le chien de frères Lumière, parce que quand on regarde tous les frères Lumière, ce chien revient 7 fois. Et c'est le même chien dans, par exemple, le Faux Jack, c'est le même chien. C'est leur chien, je suis convaincu. Et donc c'est un acteur. Un acteur domestique, mais c'est un acteur. Et autre petite chose qui m'a surpris là aujourd'hui, dans le deuxième film, il y a une femme qui tire la jupe de l'autre. Et il n'y a pas ça dans le premier. Et c'est mon idée de la photo de classe. Oui, ils savent qu'ils vont être filmés. Il y a toujours le bibi fricotin du coin dans les photos de classe. Celui qui fait ça, derrière la photo, eh ben, la jupe, c'est l'équivalent de ça. On fait un petit cac, voilà. Comme des gosses. Ça dit tout. Si c'est le chien des Lumières et qui va dans le plan sur l'injonction, il est très bien dirigé, les lumières sont très bons, parce que je me souviens d'un certain nombre de films dans lesquels on sent très nettement quand un chat apparaît. Je ne pourrais pas citer, mais un film très précis où un chat fait éruption dans le plan et on sent absolument qu'il a été jeté par un assistant ou par quelqu'un. Avec là, il entre très bien de gauche à droite dans le premier plan. Je pense qu'il veut bien dire que le hors-champ est le lieu du possible. Tout peut survenir, tout peut advenir le hors-champ. C'est par définition le lieu où peut surgir la fiction. Je propose de voir une autre porte. Je parle un peu avant, Non. Non, c'est plus fort comme ça. Mais après, je parle. C'est une autre porte qui va s'ouvrir. Et peut-être que l'histoire du cinéma est entre ces deux portes. Celle qu'on vient de voir là et celle qu'on va voir maintenant. What you see is exactly what I shot. It might be the work of an amateur, but the killings in this are very professional. This is the only film where civilians are in the camp doing what these people have done. It's the first and last time this happened in the war. The men carrying the shovels were handpicked by Richmond because they said they didn't know anything about a camp near the village, right on the outskirts, and they smelled nothing. Utilizing his own responsibility, he went out and got these men, who are the leading citizens of Falkenau. It's about 12 or 14. And he not only going to teach them a lesson about throwing people like this right into the death house, like they're little pieces of garbage, he's going to do something that hasn't happened before in any camp, concentration camp or labor camp,
in Hitler's history of murder. These are the prisoners watching the show. The prisoners were sitting on the ground like this. The first body that was brought out, they all stood up at the same time. Around here is the death house area where the bodies, packed like cordwood, were carried out and lying out right out here on the white bed sheets and on the tablecloths, and fully dressed by these people who claimed they knew nothing of a camp. You see houses all around you here. They knew nothing of the camp's existence and could not smell the stench of death. It was more than a stench, it was a stink. That is about the most ridiculous lie anyone could utter. Captain Richmond's order of the day was to take out all these corpses and dress them while they were stretched out on bed sheets, so their exit from this world would have some kind of dignity. You see, they are taking all bed sheets, shirts, tablecloths, anything they could get, and under his orders, they were supposed to and did dress the corpses that you saw taken out of the death house. The tension was unimaginable. It's a powder keg. It's a minefield, actually. If one man objected to what he was doing, I'm afraid all hell would break loose then. The smell of gangrenous flesh is why these men are holding their handkerchiefs to their noses. Donc le moment où ces images sont prises, saisissantes, est Caporal, première division de l'armée américaine, la célèbre The Big Red One, sur laquelle il fera un très long film en 1980. Il est donc sur le front. On est à la veille de la capitulation allemande, c'est-à-dire le 7 juin 1945. Samuel Fuller, cette Big Red One est une compagnie qui a perdu les 2/3 de ses hommes le 6 juin à l'aube, en quelques heures, en débarquant de Normandie. Fuller, engagé dans l'armée américaine, qui à l'époque n'a pas fait de film, il en fera à partir de la fin des années 40, est déjà un scénariste assez connu, un romancier même, et il a été le plus jeune journaliste criminel américain pendant des années à New York. Il a débarqué
vivant en 1942 en Algérie avec les troupes américaines, puis en Sicile, et enfin, après un retour en Angleterre, il a débarqué le 6 juin à l'aube en Normandie. Puis, avec la Brigade One, il est remonté, et ils arrivent en Tchécoslovaquie. Des soldats allemands qui venaient se rendre, et qui préféraient se rendre aux soldats américains plutôt qu'aux soldats russes, leur signalent que là-bas, il y a quelque chose qui pourrait les intéresser. Donc la troupe arrive, et Samuel Fuller venait de recevoir de sa mère une petite caméra amateur. Il n'avait jamais filmé, hein, et il n'était surtout pas en service commandé par les forces alliées, parce que c'est que des gens comme George Stevens ou John Ford, et même Alfred Hitchcock au commandement, ont joué un rôle très important dans la documentation sur ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier George Stevens a filmé des plans de camps de concentration en couleur, unique, et John Ford a dirigé une équipe en service commandé. Fuller était absolument un caporal de cette division, et il avait une petite caméra personnelle. Donc ces films sont des films qui sont... Ces images sont prises par lui tout seul, sans aucune commande. Donc il raconte qu'ils arrivent dans ce camp, qui n'est pas un camp d'extermination, qui est un camp de concentration, dans lequel il y avait néanmoins un monceau de cadavres, des prisonniers, des déportés, morts de malnutrition, de mauvais traitements, abattus au moindre geste, fusillés, etc. etc. Beaucoup de prisonniers russes, semble-t-il. Le capitaine Richmond, toute l'escouade est absolument sidérée de cette découverte, et Fuller prend ces images. Donc, s'ensuit ce qui est raconté là, c'est-à-dire que le capitaine Richmond demande qu'on aligne les cadavres le plus proprement possible, et il apprend que tout près de ce camp se trouve un village dans lequel les habitants n'ont rien vu, rien entendu, rien connu, rien perçu. Donc il fait venir les notables du village, il les fait défiler, donc c'est beaucoup plus long, devant les cadavres, et il oblige ensuite les gardiens du camp encore vivants, parce que certains avaient été lynchés par les prisonniers à l'arrivée des libérateurs, certains même abattus, parce que dit Fuller, là, il a fait... Si quelque chose s'était passé, si quelqu'un avait fait un mouvement à ce moment-là, le capitaine Richmond décidait d'abattre tous les gardiens du camp sans sommation et sans jugement. Donc les notables défilent, et le capitaine Richmond, pour lequel Fuller semble-t-il a une grande admiration, demande qu'on enterre, on recouvre décemment les cadavres, en avertissant que si un seul d'entre eux mettait le pied sur un cadavre, il serait immédiatement abattu. Voilà donc l'ensemble de ces images. Ce qui est très impressionnant, c'est que Fuller n'a jamais rien fait de ces images. Il ne l'a jamais montré, il ne l'a jamais publicisé. À la fin des années 60, il a fait un film qui s'appelle Verboten, qui est fait sur la fin de la guerre et sur le début de la dénazification. Et la résurgence, même pas la résurgence, mais la continuation de certains mouvements nazis dans l'après-guerre, qui s'appelle The Werwolf. Et ce film tourne autour d'un personnage qui est plus ou moins convaincu qu'il faut poursuivre la guerre du côté des nazis, et dont la sœur, qui elle-même est anti-nazie, va conduire au procès de Nuremberg. À ce procès de Nuremberg, Fuller, dans la scène, fait des chants fictifs sur le frère et la sœur, et des contre-chants sur les fameux plans d'actualité de Nuremberg. Fuller aurait parfaitement pu intégrer dans ce film de fiction, qui comporte des éléments documentaires, ces éléments filmés par lui le 7 mai 1945. Il n'en a jamais rien fait. Par probité, par sens de la dignité, par éthique cinématographique. Et c'est bien plus tard qu'un cinéaste qui s'appelle Emil Weiss lui a demandé de faire un retour sur ces images. Il a fait un film qui s'appelle Falkenau, dans lequel Fuller revient sur les lieux et commente les images qu'il avait filmées à cette date. Donc voilà l'histoire de ces images, et voilà l'histoire de ce film où on voit Fuller sur les lieux mêmes rejouer ce qui s'est joué à cette date. Ce qui est intéressant dans ce qu'on regarde et qu'on voit,
c'est justement ce rapport entre champ et hors-champ. Parce que c'est ce Richemond, enfin, c'est une mise en scène qui met en scène à sa façon, qui oblige ce hors-champ à rencontrer le champ. Tous ces gens, ces notables, comme on dit, avaient connaissance de ce qui se passait, mais ils n'ont pas. C'est la question du voir qui est posée. Ils n'ont pas voulu voir ce hors-champ. Et là, on les oblige à le rencontrer. Il y avait dans ces histoires de camp une séparation absolue entre ceux qui étaient quelque part et les autres. Séparation absolue entre ceux qui sont dans le camp, dans le champ du camp, et ceux qui sont hors champ. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une rencontre. Voilà. Et que le cinéma, ce qui est fort ici, c'est qu'on va mettre dans le même plan le hors-champ et le champ. Et obligé, je pense qu'il faut quand même faire la même chose sous Bergen-Belsen, obligé à mettre dans le même plan, entre guillemets, les pensionnaires, ou ceux qui n'ont pas voulu voir avec ceux qui en sont les victimes. Oui, on en revient presque à la question du montage interdit, puisque je crois que c'est Alfred Hitchcock qui, lui, déjà cinéaste, avait anticipé le possible négationnisme, en disant si dans ces camps on montre des cadavres dans un autre plan des villageois ou un village, personne ne croira à cette proximité, et on mettra tout de suite en doute la véracité de cette complicité, disons, des gens voisins. Et il avait donc proposé que cette question du montage interdit soit résolue tout simplement, finalement, soit par une coprésence des victimes et des notables, des bourreaux dans le plan, soit par des panoramiques qui partaient du camp et montraient qu'un village se situait à 150 mètres et que les habitants disaient qu'ils étaient au courant de rien. Donc cette question du montage interdit, du champ, du hors-champ, de la continuité, est posée très précisément à ce moment-là, à partir de la question de la véracité et de l'anticipation du négationnisme, qui a été donc déjà une question que des cinéastes comme Hitchcock, comme Fuller, se posaient à cette date. C'est la parce que le temps est un peu compté, mais je voulais que la lumière, Fuller, ces deux portes, soient nous irriguent toute la semaine, voilà. À l'origine aussi de nos réflexions, il faut juste décrire deux moments de ce qu'on vient de voir qui me paraissent bouleversants. C'est d'abord Fuller lui-même en train d'imiter un geste, de refaire un geste qu'il a vu. C'est quand il s'abaisse et il se redresse. Lorsqu'il dit, ils se sont tous levés, tous les prisonniers étaient plus ou moins accomplis, et lorsqu'ils ont vu un des leurs mort en cadavre, dont on les occupés, tous redressés comme un seul homme pour rendre hommage. C'est beau, un corps collectif qui se dresse, même décharné. Ça, c'est magnifique. Là, il y a un plan de cinéma exceptionnel. Et l'autre bon plan, c'est justement cette idée de donner une sépulture quand même à un seul, avec ce qu'il y a, un bras, une chemise blanche, et d'obliger les notables aveugles à faire ça. C'est-à-dire l'idée, ils n'ont pas voulu voir avec leurs yeux, maintenant ils vont voir avec leurs mains, avec leur nez, par le toucher, par d'autres sens. Et ça, je trouve cette image, c'était extrêmement forte, très digne, très belle. Voilà. Je prie que cette porte soit nos ouvertures, nos portes d'entrée aussi, dans la question qu'on avait toute la semaine, où il sera d'ailleurs beaucoup question de la façon dont le cinéma répare le dégât, et dont le cinéma travaille l'histoire, même des années plus tard, des films Mujica reviennent sur l'histoire de la Roumanie. Le film de demain, Wang Ping, revient sur un chapitre extrêmement compliqué de l'histoire chinoise et qui a beaucoup de rapport à ce qu'on vient de voir.